Le Société Change continue et je suis pour ces prochaines minutes en compagnie de Julie Laernos. Bonjour Julie. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous. Vous êtes la vice-présidente en charge du climat, de la transition énergétique, alimentaire, de l'agriculture, de la résilience et des mutations économiques de Nantes Métropole. Tout cela. Merci d'être avec nous et à mes côtés Stéphane Dairel. Bonjour Stéphane. Ouais. Donc, bonjour, vous êtes producteur donc, de cet événement du Social Change et vous nous direz ce qui nous attend dans la prochaine heure. Avec plaisir. Julie, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur cette crise sanitaire quand même qui n'est pas des moindres et que nous traversons. Dans le fond, est-ce que dans ce contexte sanitaire marqué par des fortes secousses par les acteurs économiques, comment et pourquoi les enjeux de résilience restent majeurs ? On le voit bien et puis c'est une bonne idée d'avoir placé cette édition de Social Change justement sous le signe de la résilience. On voit bien qu'avec l'accélération de la crise climatique, mais aujourd'hui la crise sanitaire qu'on vit, c'est aussi le recul de la biodiversité des espèces qui ne devraient pas se croiser. On voit bien qu'on est au devant d'un certain nombre de chocs et donc il y a besoin de travailler sur comment on atténue les chocs, comment on les prévoit et comment on les travaille. Et la résilience économique est aussi au cœur de tout ça. Et est-ce que la crise permet justement d'accélérer cette prise de conscience ? On le voit, on a fait au niveau de Nantes Métropole, on a une convention citoyenne liée au Covid et puis on a fait une enquête TMO qui démontre très bien que malgré l'accélération de la crise sociale, la crise économique, où on est vraiment à l'amorce de cette crise, on voit bien que les enjeux écologiques sont totalement pris en compte et le changement de pratique aussi. On a des chiffres très parlants sur l'alimentation où de plus en plus de ménages s'orientent vers du local, mais aussi en termes de pratiques de mobilité où on voit qu'on habite en centre-ville de la métropole ou plutôt en périphérie, on est aujourd'hui prêt à lâcher sa voiture pour changer en fait de mode de transport. Donc tant mieux, au moins la crise aura permis d'accélérer cette prise de conscience. Vous êtes donc en charge, je le disais tout à l'heure, de la résilience. La résilience, c'est le fait de se préparer donc à ces crises, crise sanitaire et crise aussi climatique. Comment justement le territoire anticipe ce choc ? Alors, on a distingué plusieurs formes de résilience. On l'a vu là à travers cette crise-là. Et ce qu'on a pu observer, la résilience alimentaire est importante. On importe 95% de ce qu'on consomme et on exporte 95% de ce qu'on produit. Et on perd des exploitations chaque année. Donc, il y a une vraie interrogation sur, quelque part, l'autonomie alimentaire, en tout cas la résilience alimentaire avec les territoires périphériques. Mais on voit bien aussi l'adaptation du système urbain cet été avec la hausse des températures. Pourtant, on a un territoire d'eau. On a failli manquer d'eau, on puise notre eau potable dans la Loire et on a vu le niveau de la Loire se baisser. Donc on a l'adaptation des systèmes urbains, mais on a aussi la résilience économique, se réinterroger et voir plus loin de quelle activité économique nous aurons besoin dans les années à venir. Et on voit aussi que les entreprises qui sont engagées dans des démarches, notamment de RSE, sont plus résilientes à la crise aussi. Et notre territoire est assez marqué économiquement aussi par le fait qu'il y a une diversification des activités, mais il faut les prévoir et se réinterroger aussi sur le sens. Et enfin, il y a un aspect qui est hyper important, c'est la résilience sociétale ou sociale. Je vous donne deux exemples très concrets. Dites-nous. À Fukushima, quand il y a eu la crise écologique qui a frappé, les villages qui ont mieux résisté, c'était là où il y avait plus de liens sociaux, puisque les plus forts sont allés chercher les plus faibles. Donc il y a eu véritablement moins de morts. Et quand on voit dans d'autres études qui ont été menées, les services publics sont moins sollicités quand il y a plus de liens sociaux. Par exemple, quand il y a des personnes faibles et isolées, elles vont avoir recours notamment aux sapeurs-pompiers et moins si elles ont un tissu social qui est plus fort autour d'elles. Donc on voit là l'importance qu'on a justement à recréer des liens parce que c'est en créant des liens entre nous qu'on résistera mieux aux crises. C'est important de le préciser. Merci Julie. En 2015 est née la marque 1001 événements. L'objectif de cette initiative lancée donc, par 3 organisations, le pôle d'animation développement durable de Nantes Métropole, le réseau Éco-événements et puis le pôle coopération de musique actuelle en Pays de la Loire, c'est que 1001 événements s'engagent pour les territoires et le climat d'ici 2020. Comment concrètement ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe ? Comment faire un événement éco-friendly rapidement ? Alors en fait, il y a plusieurs aspects dans un événement, puis en fait, il y a un double sens, c'est-à-dire que d'une part, on est un territoire où la culture et le sport prend une place importante, et donc dans ces événements, il faut diminuer son impact global sur la planète, et puis il y a aussi comment on sensibilise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées sur les enjeux écologiques, qui, en participant à un événement, vont réduire leurs déchets via des éco-cups, par exemple, mais vont aussi être amenés à s'interroger de la manière dont ils arrivent et ils viennent à un événement.
Et donc ça marche, c'est facilement faisable? Alors, c'est une démarche qui a été initiée par un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui s'est implantée. À travers le grand débat sur la transition énergétique qu'on avait fait, on a aussi remis un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, c'est une vraie filière avec un cahier des charges. De fait, on a aussi travaillé avec des équipements sportifs un peu sur toute la métropole pour que celles et ceux qui viennent pratiquer du sport soient aussi sensibilisés et puis qu'il y ait des choses qui puissent émerger. Je pense par exemple à l'association Supporters qui réutilise ou recycle des équipements sportifs qui sont souvent coûteux aussi pour les familles, vu que les enfants parfois grandissent assez vite ou veulent changer de sport. Et donc, de fait, d'avoir aussi de ne pas jeter et de racheter en neuf, mais d'avoir des partenariats pour pouvoir le réutiliser. Donc, objet social et écologique. Donc, il y a plein de petites astuces. Merci, Julie. On va tout de suite retrouver Stéphane Dairel qui va nous dévoiler le reste du programme de la journée.